De quelle académie êtes-vous membre? Alors, je suis membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Cette académie est divisée en, je crois, 5 sections. Donc, il y a la section économie, finance et statistiques dans laquelle j'ai été élu, sur le siège de Bertrand Collomb. Il y a la section philosophie, la section morale et sociologie, la section histoire et la section, je crois, juriste, juridique. Voilà. Et donc, vous êtes élu sur un siège d'une section. En fait, beaucoup de personnes m'ont dit que c'est une grande chance d'être dans cette académie parce que justement, il y a une pluralité d'intérêts. Alors que les autres sections, les autres académies, sont plus spécialisées. L'Académie des Beaux-Arts, ça va être donc des architectes, des compositeurs. Bon, cela dit, on peut dire aussi qu'un architecte et un compositeur, c'est pas tout à fait pareil. Donc je pense qu'il y a aussi cette pluralité de discussion au sein des autres académies. À l'Académie des sciences, il y a tout. Il y a les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les astrophysiciens. Donc non, je pense surtout que cet institut n'est pas connu au niveau où il devrait être connu, parce que je pense qu'au niveau de l'élite culturelle, scientifique de la nation, il représente un patrimoine important. Connaissiez-vous l'Académie des sciences morales et politiques avant de devenir académicienne? C'est vrai que les 5 académies ne sont pas toutes aussi connues les unes que les autres. Je dirais que l'Académie française est sans doute la plus connue, enfin bien sûr l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, et l'Académie des sciences morales et politiques n'est pas forcément la plus connue. Et donc quand j'ai été approché pour entrer dans cette académie-là, c'est vrai que je ne savais pas tellement comment elle était organisée, qui en était membre. Voilà, donc c'est une découverte passionnante. Comment êtes-vous devenu membre de cette académie? Notre confrère Denis Kessler, qui malheureusement nous a quittés en juin il y a 2-3 ans, et qui m'a appelé pour me le proposer, je n'ai pas compris, je dois avouer tout de suite, ce dont il s'agissait. Donc j'étais un peu surprise. Et puis il m'a dit, mais écoute, Jean-Claude Casanova va t'appeler, il va prendre rendez-vous. Donc j'ai vu Jean-Claude Casanova, qui très galamment est venu me voir à mon bureau, alors que je voulais bien sûr me déplacer, et qui m'a expliqué donc l'élection. Et là j'ai compris qu'il s'agissait vraiment d'une campagne, une campagne électorale, chose que je n'avais jamais faite. Donc j'étais un peu sous le choc. Je me suis dit, au moment où je vais commencer à moins travailler dans ma société que j'avais fondée, Ardian, faire une campagne électorale. Mon compagnon était pas en très bonne santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis finalement, j'ai compris que c'était une opportunité exceptionnelle, que ça serait une nouvelle tranche de vie, avec des gens d'une culture infinie, on va dire. Et donc évidemment, j'ai bien sûr accepté. Et un des académiciens m'a dit, notez, madame, vos rendez-vous, parce que c'est la meilleure partie de votre future vie d'académicienne. Et c'est vrai que j'ai pris des notes, et les à peu près 42 rencontres, parce qu'on n'arrive jamais à rencontrer tout le monde, m'ont laissé un souvenir inoubliable. Mais c'est vrai, je crois, de tous mes confrères qui ont été élus après moi, et qui tous m'ont dit, mais ces rencontres où on reste 45 minutes à découvrir des personnalités très fortes, en moyenne tous des personnalités fortes. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être académicienne? J'ai un plaisir immense à côtoyer des confrères qui ont une culture inouïe chacun. Et vous pensez par exemple que ceux de la section économie vont connaître principalement l'économie, en fait pas du tout. Ils connaissent l'histoire, ils connaissent la philosophie, la littérature, c'est-à-dire le niveau de culture. Bien sûr, pas que de cette académie, de toutes les académies, tous les confrères que j'ai pu rencontrer, est impressionnant. Et la culture est quand même, je pense, ce qui permet de vivre avec élégance. Comment avez-vous choisi votre habit vert et pourquoi est-il si particulier? Il y a 1 ou 2 sociétés qui font des costumes sur mesure. Et donc j'y suis allée. Et après, il fallait choisir, est-ce que c'était une veste longue comme les hommes ou est-ce que c'était une veste courte, est-ce que c'était une jupe, un pantalon. J'ai été très aidée par un ami, d'ailleurs, qui m'a co-remis l'épée et qui a eu la gentillesse de m'accompagner à chaque essayage pour
pour choisir la chose la plus féminine qui soit. C'est-à-dire, voilà, j'ai quand même pris un pantalon, mais c'est au niveau des broderies que le choix a été fait pour qu'elles ne soient pas trop lourdes, qu'elles soient plus féminines. Donc on a pris beaucoup de soins. Et cet homme il s'appelle Philippe Ginestier, et il était d'une attention à mon égard qui était absolument extraordinaire. Ouais. Il y a deux caractéristiques à mes broderies, c'est que premièrement, elles ne sont que sur un rang, alors que beaucoup de messieurs, de confrères, font faire des broderies sur plusieurs rangs, ce qui alourdit la tenue, en tout cas, la rend peut-être justement moins féminine. Et deuxième caractéristique de mon costume, qui est sans doute très très rare, c'est que généralement sur le pantalon, les broderies se font sur une espèce de couture, enfin de pièces qu'on rapporte sur la couture du pantalon, alors que moi, la broderie est cousue directement sur le pantalon, ce qui fait que ça donne une légèreté au pantalon très importante. Voilà. Donc on a pris énormément de soin sur le choix de l'habit. Pouvez-vous nous décrire votre épée et ce qu'elle représente pour vous? Écoutez, mon père était polytechnicien, promotion 42 pendant la guerre. Moi-même, j'ai fait Polytechnique en 1972 et je me suis souvenu, évidemment, que mon père avait eu une épée. Chose que n'avaient pas les femmes en 1972. Je suis de la première promotion de l'école Polytechnique et donc les militaires ne s'attendaient pas à ce qu'on rentre et il n'était pas question de nous donner une épée. Et donc j'ai retrouvé cette épée à la campagne de mon père et donc je l'ai amenée à Jean-Claude D, qui est le grand spécialiste qui vit à Marne-la-Coquette, qui a un petit magasin qui est une merveille absolue où il y a beaucoup d'objets de Napoléon, de Louis XIV. C'est un petit musée en soi sur 2 étages, qui est un homme qui a restauré et qui a fait graver de très nombreuses épées d'académiciens. Et donc là aussi, mon ami Philippe Ginestier m'a accompagné. Et on a fait plusieurs voyages pour choisir les inscriptions. Donc on a choisi, on choisit en général une devise. On a choisi des initiales parce que j'avais perdu mon compagnon, donc on a mis cette initiale de P. Il s'appelait Philippe. On a mis les armoiries de ma famille, parce que j'ai une histoire de famille où il y a eu de nombreux guillotinés en 1794, donc on a mis en leur souvenir leurs armoiries, donc ça a fait, et puis il a restauré parce que l'épée avait vieilli depuis 1942, et donc il l'a restauré complètement, et c'est vrai que on pourrait se dire que porter une épée est un peu... D'ailleurs, Jean-Claude Casanova a fait un très beau discours sur l'épée lundi dernier, très très beau discours. On pourrait dire que c'est passé de mode, que c'est un peu ridicule, etc. Et en fait, d'abord, il y a une très grande élégance dans ces épées, et puis ça fait partie des traditions, et heureusement qu'il y a encore 1 ou 2 lieux ou 3 lieux qui portent de grandes traditions. Voilà. Comment prépare-t-on sa séance d'installation sous la coupole ? Alors ça prend énormément de temps, ça m'a pris pratiquement toute l'année depuis l'élection, en janvier 2023, parce que le plus long, c'est forcément la préparation du discours, parce que les discours doivent être d'un très bon niveau, c'est 20 minutes de discours, et je connaissais mon prédécesseur, mais très peu, Bertrand Collomb. Donc j'ai rencontré de très nombreux membres de sa famille, des anciens collègues à lui de Lafarge. J'ai rencontré des amis, des chercheurs, parce qu'il a toute sa vie soutenu la recherche, il était très passionné par la recherche scientifique. Donc c'est sans doute ce qui m'a pris le plus de temps. Alors après, vous avez un comité d'honneur et vous avez 2 personnes qui vous aident aussi beaucoup dans la rédaction des invitations, dans les lettres de sollicitation, puisque la tradition, c'est demander une participation pour l'épée. Donc c'est une très longue préparation. C'est vrai de toutes les personnes qui préparent. Ça prend pratiquement effectivement l'année, bon pas à temps plein, mais et le discours, le fait de vouloir faire très bien, d'avoir des références littéraires, philosophiques, pour moi un petit peu dans la finance, parce que par exemple Bertrand Collomb, qui n'aimait pas la finance, c'est quand même rentré un peu dans le milieu de la finance après avoir quitté Lafarge, donc j'ai voulu faire un peu d'ironie
entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Donc c'était passionnant. Je me suis isolé d'ailleurs une semaine pour écrire le premier jet du discours. C'était en avril 2023. Et ensuite, je crois que j'ai dû le modifier 50 fois. Quel est le quotidien d'une académicienne ? Alors, ça dépend des jours, parce que par exemple, pour l'Académie des sciences morales et politiques, il y a une séance tous les lundis après-midi de 3 à 5, qui est donc présidée par le président de l'année qui choisit un thème. Donc vous le savez, aujourd'hui c'est Terre des Hommes en 2025, parce que c'est Jean-Robert Pitt qui est président et qui est le président de la Société de géographie. Et donc ce sont des séances passionnantes. On a eu la justice avec Bruno Cotte avant. Et donc ce lundi après-midi, quand je suis à Paris, c'est vrai que je ne souhaite jamais le manquer parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Le discours dure à peu près 1 heure et ensuite il y a des questions et les questions sont aussi extrêmement intéressantes parce que justement le niveau de compétence des confrères est extrêmement élevé. Et donc les questions sont souvent aussi intéressantes que le discours. Le discours est enregistré et on peut toujours l'écouter sur le site de l'Académie. Par contre, les questions-réponses ne sont pas encore, je crois, enregistrées et diffusées. Donc ça, c'est pour nous le lundi. Alors maintenant, l'Institut abrite, c'est très connu, mais de très très nombreuses fondations. Donc si le chancelier décide de vous mettre dans le conseil d'administration de certaines fondations, ce qui a été mon cas, vous êtes occupé aussi par des conseils d'administration des fondations. Alors il y a la fondation Saint-Ger-Polignac où je suis au conseil d'administration, mais il y a aussi des fondations qui ne sont pas abritées à l'Académie ou à l'Institut, mais qui sont, j'appellerais ça, périphériques, c'est-à-dire que par exemple la fondation de l'école Toulouse School of Economics, qui n'est absolument qu'une fondation universitaire, était présidée par Michel Pébreau, et Michel Pébreau m'a demandé de lui succéder. Donc ça, c'est aussi un travail. Ensuite, il y a des prix. Aujourd'hui, en ce moment, l'Académie relève tous les prix qui ont été décernés par chacune des sections. Et donc, les prix, on m'a mis dans le jury du prix Albert Thibaudet, très intéressant aussi, où, disons, on choisit un livre qui a été publié pendant l'année 2024. Par exemple, en 2025, c'est un livre publié en 2024. Je vais vous dire, ce sont tous les échanges dans ces cercles qui sont intéressants. C'est-à-dire, par exemple, quand vous entendez Marie-Vonne de Saint-Pulgent parler de musique, vous pourriez écouter pendant des heures sans vous arrêter. Elle raconte toutes les petites histoires sur Fauré, sur Ravel, voilà, c'est merveilleux. C'est-à-dire, je vous le dis, la culture, c'est ce qui permet de vivre avec élégance. Comment pourrait-on résumer votre mission académique ? J'ai le sens de, de faire aussi ce qu'on me demande de faire. Donc j'imagine que je suis respectueuse des choix du chancelier, du secrétaire perpétuel. S'il me demande d'aller dans telle fondation, dans tel jury, j'y vais et j'essaie de faire au mieux. Voilà. Ça, c'est la première partie de ce que je considère ma mission, c'est-à-dire de les aider dans les tâches immenses qu'ils ont. Voilà, parce que c'est une institution, l'Institut de France, qui est très grande à gérer et qui a beaucoup de missions. L'autre jour, on était au 50e anniversaire de la fondation Simone et Cino Del Duca. C'était une très belle séance en fin d'après-midi. Et on voit que c'est une grosse fondation qui remet des prix très importants sur la création musicale avec des œuvres contemporaines. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, alors je ne pense pas que ce soit le mot mission, mais c'est justement qu'en rencontrant toutes ces... J'ai été dans la finance quand même pendant 40 ans, on ne peut pas l'oublier. Alors la finance n'est pas non plus le lieu du monde où, disons, où la culture est le mieux partagée. Voilà, je fais un understatement. Bon, et on n'a pas le droit de parler anglais à l'Institut. Mais ça me permet, si vous voulez, d'ouvrir mon esprit sur tellement d'autres champs, de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie, que justement ça me permet de creuser des sujets que je n'ai pas eu ni le temps, ni l'opportunité, en fait, de creuser avant.
Et donc ça me donne un nouveau dynamisme intellectuel auquel je ne m'attendais pas pour mon 4e âge et qui m'éblouit, enfin qui est quelque chose auquel je n'aurais jamais rêvé même. Voilà. Quels académiciens admirez-vous particulièrement ? Alors j'ai réfléchi à cette question parce que je me suis dit, si je prends quelqu'un de l'Académie des sciences morales et politiques, ils vont tous être jaloux. Alors, donc, forcément, écoutez, j'admire le chancelier parce qu'en plus, il est membre de 2 académies. Donc, si vous voulez, plutôt que de choisir quelqu'un qui est membre que d'une académie, donc je dirais, il y a Xavier Darcos, qui est membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques et qui est chancelier. Il y a aussi, je trouve que Michel Zing est un homme extraordinaire, normalien rue d'Ulm, professeur au Collège de France, qui est membre de l'Académie française et de l'inscription aux belles lettres. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon je ferais trop de jaloux. Comment êtes-vous arrivé à la tête du plus grand groupe européen d'investissement privé et pourquoi avoir choisi la finance ? En fait, je n'ai pas choisi la finance au début de ma carrière, je suis rentré dans l'assurance, je suis rentré dans la fonction publique, tout à fait de manière très classique, on va dire, dans un petit corps très peu connu à la sortie de l'école polytechnique qui s'appelle le corps de contrôle des assurances, qui est parti du ministère de l'économie. Alors maintenant ça a changé, 50 ans après il est parti de ce qu'on appelle la commission de contrôle des banques et des assurances. J'y ai passé 5 ans, j'ai appris tout ce qui était la comptabilité des compagnies d'assurance, donc ça voilà. Et au bout de 5 ans, j'avais plus envie de rester dans la fonction publique et je suis parti dans une compagnie d'assurance où je me suis occupé au GAN d'acquérir des compagnies d'assurance. En 84, donc j'avais 31 ans, j'ai procédé à l'acquisition de la plus grosse compagnie d'assurance en Angleterre de l'année. Donc il y avait encore le contrôle d'échange puisqu'il y avait Mitterrand. Et donc j'ai obtenu une autorisation du Trésor pour un investissement de 500 millions de francs. Ça paraît ridicule aujourd'hui, 80 millions d'euros. Mais à l'époque, c'était beaucoup, il fallait des tampons de l'administration pour sortir cette somme. Voilà. Donc, et pourquoi je vous raconte ça en détail ? Parce que ça a été le tournant de ma carrière, puisque c'était un investissement. Et du coup, le directeur financier m'a dit, mais écoutez, arrêtez de faire de l'assurance, venez travailler avec moi dans l'investissement. Et je vais vous donner les investissements non cotés. Alors moi, je ne connaissais pas trop ça, je connaissais vraiment l'assurance. Et finalement, lui, je le voyais devant ses écrans avec la bourse, avec les choses qui bougeaient tout le temps. Je lui disais, mais pourquoi ça vous intéresse, ces trucs-là ? Et puis, il me dit, non, mais vous allez vous occuper des entreprises non cotées, donc pas cotées en bourse. Je lui dis, déjà, ça me va mieux, parce que moi, j'aime les choses stables, long terme. Il me dit, vous avez commencé par les vignobles. Alors, je lui dis, tombez mal, parce que je ne bois pas de vin. Ah, mais si, j'étais bordelais. Il me dit, vous allez vous y mettre. Bon, alors effectivement, je m'y suis mise. Il y a d'autres plaisir plus désagréable que celui-là. J'ai acheté 2 ou 3 vignobles du coup dans la foulée et y compris après avec mon grand camarade Bébéard, on a participé à la privatisation des Tokaj en Hongrie dans les années 90 après la chute du mur. Voilà. Et donc on s'est retrouvé avec 2 Tokaj, vous savez, qui est le roi des vins et le vin des rois. On était très très fiers d'avoir acheté ça, c'était d'une pauvreté comme vous ne pouvez même pas imaginer. Mais enfin le vin était bon. Le problème, c'est qu'il était vendu entièrement aux Russes et qu'après la chute du mur, les Russes n'ont plus acheté une seule bouteille de vin, donc il a fallu trouver d'autres débouchés. Bon, je n'ai pas fait que les vignobles, ne vous inquiétez pas. Et puis, en même temps, j'ai constitué donc un portefeuille de participation non cotée dans des entreprises plutôt minoritaires à l'époque, dans les années 85-90. Et puis ensuite, malheureusement, le GAN a fait faillite dans les années 94 à la suite de la grande crise immobilière. Je suis parti et j'étais ami de Claude Bébéard depuis 1975, depuis ma sortie de l'école polytechnique. Et donc il m'a dit, viens travailler dans le groupe. Bon, moi j'avais 3 propositions et je suis allé chez lui et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai recommencé dans l'investissement et puis j'ai constitué une société et jusqu'en 2012, elle a grossi jusqu'à gérer 32 milliards. Et en 2012, le groupe AXA a voulu la vendre et nous l'avons rachetée avec mes salariés et avec quelques institutions françaises. Et ensuite, maintenant, on gère 180 milliards de dollars. Donc, c'est un très grand succès. Et je pense que c'est sur ce succès que Denis Kessler m'a appelé pour boucler sur vos questions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a fait en 2013, c'est qu'on a associé tous nos salariés à la reprise
de l'entreprise. Et Denis Kessler était très attaché à la participation de la valeur ajoutée avec les entreprises. C'était un grand militant de ça. Et donc il a dit, mais ça c'est un exemple Ardian. Et aujourd'hui on a 750 salariés actionnaires. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est à peu près 2/3 des équipes d'Ardian qui sont actionnaires, voilà, qui partagent. Et ça donne un grand dynamisme à l'entreprise. Dans son discours, Jean-Claude Casanova dit que vous faites partie du nouveau monde de la finance. Qu'est-ce que cela signifie ? Bon, monde nouveau, je pense, je vais vous dire, c'est simplement parce que c'est un monde qui date des années 70. Alors que la finance, malheureusement, en 1929, il y a eu une crise dite financière, la Grande Dépression et la grande faillite boursière. Donc je pense que c'est un monde qui a commencé dans les années 70 aux États-Unis avec le rachat d'une ou deux grandes entreprises qui ont été un peu légendaires et qui ont lancé ce métier du rachat des entreprises, et en particulier par ce qu'on appelle des effets de levier, c'est-à-dire que vous adossez un peu de dette dans une holding au cash flow de l'entreprise au-dessous. Voilà, ce qui est très critiqué par certains économistes, et les journalistes n'aiment pas particulièrement cela. Mais enfin, vous avez c'est pas, si vous voulez, c'est la même chose, enfin excusez-moi parce que moi c'est mon métier, mais c'est la même chose de rembourser une dette ou de donner un dividende. Si vous n'avez pas de holding, le cash flow va servir les dividendes, et donc des gens de gauche vont dire il y a trop de dividendes pour les capitalistes, il faut réduire le dividende. Dans l'autre cas, ce dividende, il sert à rembourser une dette qui est dans une holding, et donc il crée, quand vous remboursez la dette, vous créez de la plus-value. Donc c'est pareil, voilà, enfin excusez-moi, mais soit vous voulez que tout le cash flow il soit réinvesti par une entreprise, c'est un choix qui est bon, et vous dites on va limiter le dividende aux actionnaires, mais les capitalistes, il faut bien qu'ils aient quand même un petit retour sur leur capital. Même à la caisse d'épargne, on a un petit intérêt. Donc voilà, vous savez, il y a tellement de sottises qui se disent en matière de finance que par rapport à la philosophie, c'est très simple. Quelle est votre vision de la finance ? Écoutez, moi je partage totalement le point de vue de Denis Kessler, c'est pour ça qu'on était proches. D'abord c'était un homme lui aussi d'une culture gigantesque, mais drôle en plus, qui savait imiter à peu près tout le monde, qui avait une personnalité, même très malade à la fin. Quand il prenait la parole pour poser des questions, il était inimitable. Et il avait ce souci du partage de la valeur ajoutée. Alors, il faut rendre quand même à César ce qui est à César. Le gouvernement de Macron et de Bruno Le Maire ont quand même fait des avancées économiques sur le traitement fiscal, par exemple, de ce partage de la plus-value avec les salariés. Et donc c'est très important, c'est assez aisé d'associer tous les salariés d'une entreprise avec la performance en leur donnant des actions gratuites. Par exemple, vous avez ce qu'a fait De Gaulle en 1947, je crois, la participation et l'intéressement, mais vous pouvez aussi octroyer des actions gratuites. Et le gouvernement actuel a monté ces actions gratuites à 15%. Alors je peux vous dire que si vous donnez 15%, même étalé sur 10 ans, pour des sociétés qui capitalisent 150 milliards ou 50 milliards, ouais, vous voyez les sommes que ça peut faire. Donc le sujet du partage de la plus-value avec les salariés, il est extrêmement facile. C'est une volonté des actionnaires et c'est une volonté des équipes de management. Les actionnaires, il faut leur demander d'accepter d'être dilués. Ça, c'est une autre histoire. Parce que vous avez des agences qui s'occupent des votes en assemblée d'actionnaires et qui souvent votent contre les émissions d'actions pour les salariés. Et moi, je trouve qu'on devrait les placarder, leur dire il faut redistribuer de la valeur. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'on peut vraiment faire aisément. Donc le sujet du partage de la valeur, il est plus pour les fonctionnaires, parce que là, il n'y a pas de capital. Donc vous ne pouvez pas tellement partager la valeur. Ce que j'ai vu, qui était très intéressant pendant le Covid, où il y a eu donc beaucoup de sociétés qui ont eu des très très mauvais résultats. Et il y a eu certaines grandes sociétés qui généreusement ont distribué des primes. D'accord ? Eh bien, moi, j'étais dans un conseil d'administration où j'ai entendu un salarié répondre à un administrateur qui posait une question en lui disant « Mais monsieur, je sais que je suis bien traité et ça a profité à toute ma famille. » Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot redistribution est un mot à tous les niveaux. Les salariés d'Ardian qui ont bénéficié de ce buy-out sur Ardian en 2013 et donc qui ont
qui ont une partie du capital, eh bien, il faut savoir qu'eux-mêmes aident. Ils aident leurs parents, ils aident quelquefois des cousins, ils aident des frères. Et donc la redistribution, c'est non seulement la valeur dans les entreprises, mais c'est après, au niveau des individus qui doivent repartager ce qu'ils ont gagné, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir participer dans ce partage de valeur. Y a-t-il un défi dans votre parcours qui vous a particulièrement marqué ? Ah ben oui, quand nous avons quitté le groupe AXA, il y avait donc, tout était aligné sur ce qui était fait par le groupe AXA dans les matières de participation et intéressement. Cette interview devient très technique et je m'en excuse. Et donc on a été obligé de créer notre propre mode de participation et intéressement. Et donc moi je savais à peine ce que c'était, il faut le savoir. Et donc on a eu un cabinet de ressources humaines qui nous a aidés et je leur ai dit mais pourquoi c'est pas égalitaire ? Ah ils m'ont dit mais ça s'est jamais fait, ça n'existe pas le partage de participation et intéressement égalitaire, c'est proportionnel au salaire. Je dis alors donc vous accroissez la différence encore entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires. Je dis nous on va le faire égalitaire. Ah mais ça n'existe pas. Je dis on va le faire, voilà. Et on l'a fait. On l'a fait et on est la seule, je crois, société en France à faire un partage égalitaire de la participation et l'intéressement. Et non seulement on est la seule, mais en plus on est la seule, alors là, à l'avoir étendue à l'étranger. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas en Chine. Et donc on s'est dit, si c'est juste les salariés français qui sont la moitié de notre effectif total qui participent, ça va créer des jalousies. Et donc on a effectivement élargi, et là je dois remercier officiellement tous nos actionnaires qui finalement ont accepté ce partage. Voilà, ils sont mieux, nos actionnaires, que les actionnaires de sociétés cotées en bourse. Y a-t-il des œuvres qui ont été décisives dans votre parcours ? En hommage à notre confrère Bertrand Saint-Cernin, que j'apprécie beaucoup et qui est décédé l'an dernier, je dois avouer qu'un livre qui m'a beaucoup apporté depuis que j'ai été élu, c'est un livre qu'il a écrit qui s'appelle « La raison au XXe siècle », que j'ai recommandé de manière innombrable à de très nombreux amis, parce qu'il y a un chapitre extraordinaire qui compare le fascisme et le stalinisme et qui est un révélateur puissant des comparaisons de génocide, si on peut dire. Ensuite, en tableau, j'ai des tableaux préférés, beaucoup à Venise, c'est ce qui me vient, j'aime des tableaux partout, mais dans tous les musées, mais à Venise j'aime beaucoup pour deux raisons. Le Titien dans l'église des Frari, qui est l'Assomption de la Vierge. Pourquoi ? Parce qu'aussi c'était le tableau préféré de Maria Callas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Maria Callas. Voilà. J'aime beaucoup aussi un tableau magnifique de Véronèse, qui est dans l'église, dans la basilique de Palladio de San Francesco della Vigna, qui est magnifique, qui est la Conversation sacrée, qui est un tableau absolument sublime. Voilà. Et en exposition, alors elle est à Londres en ce moment, mais elle était à New York il y a quelques mois. C'est l'exposition sur le début de la peinture à Sienne, 1300 à 1350, où il y a des Simone Martini, les frères Lorenzetti, le Duccio, et qui est une exposition très très rare, où ils ont regroupé des tableaux qui n'ont jamais été regroupés depuis plusieurs centaines d'années, en particulier pratiquement l'intégrale de Predel, du Duccio, de la basilique de Sienne. Donc c'est une exposition majeure qui finalement s'articule avec l'exposition actuelle au Louvre de Cimabue. Voilà, mais j'adore la peinture classique, je dois avouer, donc voilà mes choix. Que pensez-vous du monde de la finance aujourd'hui ? Il est un peu plus vertueux que ce qu'on dit, d'abord. Il a très mauvaise réputation, ça, vous savez, les réputations, c'est difficile à changer. Mais c'est comme tous les autres métiers, c'est-à-dire vous avez des très bons, des bons et des médiocres. Mais comme chez les médecins, c'est comme chez les, chez les professeurs. Vous en avez qui éclairent le monde. Notre confrère Pierre-Michel Manguer et Olivier Houdet, qui l'a présenté, a cité une professeure qu'il a eue il y a 40 ans et dont on cite toujours le nom. Donc, et puis vous avez des professeurs médiocres. Moi j'ai eu d'extraordinaires professeurs en maths sup, mon professeur Louis Amar qui était professeur de mathématiques et puis un professeur de physique qui ne nous faisait pas faire de progrès, on va dire gentiment. Voilà. Donc moi dans la finance, il y a des gens très bien qui comprennent qu'il faut faire du long terme, qu'il faut faire de l'investissement, on va dire, même si les États-Unis ont pris un sens inverse aujourd'hui,
en ne promouvant pas l'ESG, environnement, social et gouvernance. Nous pensons, nous, Européens, que ça reste important. Important avec mesure, parce que là, quelquefois, Bruxelles ou même les députés français ont tendance à faire de la surrégulation. Mais je pense qu'on peut faire tous les métiers bien et qu'il y a beaucoup de financiers qui font bien leur métier. Voilà. Quels sont les projets qui vous animent et que vous soutenez actuellement ? Oui, alors je soutiens de nombreuses causes, en particulier à titre personnel, je m'occupe de la construction d'un hôpital au sein de l'enceinte de Cochin, et donc je suis très fière de ce projet qui sera un hôpital dédié à l'urologie, qui n'existe pas, enfin qui existe le département, mais il est mélangé dans un bâtiment, et donc là on fait un bâtiment moderne qui va être connecté à d'autres bâtiments, et donc qui sera dédié à l'urologie, et là je suis extrêmement fière de ce projet. Mais sinon, donc je fais à titre personnel et je soutiens aussi beaucoup des groupes, disons, comme Claire Gibault pour son prix, vous le savez, des chefs d'orchestre féminines, femmes, donc ça s'appelle la Maestra. Et puis je soutiens aussi les arts florissants et puis aussi un peu en théâtre, deux metteurs en scène de théâtre immersif. Voilà, donc je fais beaucoup de choses. Alors maintenant, à titre personnel, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment mes recherches intellectuelles. Avez-vous le sentiment d'avoir ouvert des portes pour d'autres femmes ? En 72, on a vraiment ouvert les portes pour les filles à l'école polytechnique puisqu'il n'y avait pas d'uniforme, il n'y avait pas de chambre, il n'y avait rien. Les militaires, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, et on voit bien toute l'importance qu'ils ont actuellement et qu'ils auront, ne pensaient pas que des filles pourraient être reçues à l'école polytechnique. C'était ça quand même le postulat de base. Et donc, quand on a été reçus, on était 7, ils ont été pris d'une sorte de panique. Donc oui, il a fallu bâtir des chambres, il a fallu créer un uniforme, il a fallu trouver des endroits pour nous faire effectuer le service militaire. Il n'avait pas pensé à ça non plus. Donc ça a été effectivement, et après, les filles qui sont arrivées derrière, les autres promotions, tout était en place. Donc là, on a vraiment mis en place, mais les choses ont évolué, le chapeau a évolué, bon, c'est des petits détails. Et puis surtout, elles sont devenues beaucoup plus nombreuses. Maintenant, elles représentent entre 20 et 25% d'une promotion, ce qui est colossal. Alors on me dit c'est jamais assez. Bon, entre 7 filles en 72 et en 2024 ou 2025, 100, c'est quand même un très grand progrès. Et dans les entreprises, je crois que franchement, on ne fait plus de différence. Je pense que quelquefois, c'est plutôt les femmes, quelquefois, qui se poussent moins que les hommes, mais franchement, il y a plus de différence. Comment la place des femmes peut-elle être mieux encouragée dans le monde de la finance, souvent considéré comme masculin ? Moi, je peux parler que pour notre société, mais pour notre société, de toute façon, il y a des ratings sur la place des femmes dans l'entreprise, et on est certainement dans les meilleurs, mais je pense qu'on a plus de 50% de notre personnel qui est féminin. Et ce qu'on fait, justement, on essaie d'avoir des buts pour avoir plus de femmes dans les fonctions investissement, parce qu'on a pratiquement toutes les fonctions qu'on appelle support, le juridique, le fund finance, qui est la finance des fonds. Tout ça est dirigé pratiquement par des femmes. Mais quand il s'agit d'investissement, on trouve moins de femmes. Donc on pousse beaucoup aussi pour ça. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait travailler dans ce domaine ? Moi, je conseille de travailler dès l'école et de travailler en dehors de l'école et de travailler tout le temps. C'est quand vous avez un peu d'avance que du coup vous êtes fier en classe de pouvoir être, je ne dis pas meilleur, si vous avez un peu l'esprit de compétition, mais au moins de surnager. Et Pierre-Michel Manguer a ce constat, il dit, mais finalement l'école ce n'est que 15% du temps des enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que les parents aussi s'intéressent aux études des enfants et les poussent, et même les fassent travailler, les mathématiques et d'autres matières en dehors de l'école. Donc je pense que le travail s'apprend très tôt, c'est une valeur en soi. Et donc, il n'y a pas de différence après, il faut travailler dans la finance, apprendre. Il faut aussi beaucoup de rencontres. La vie, c'est des rencontres. La vie, c'est des rencontres de personnes qui vous inspirent, Vous voyez, moi, j'ai rencontré Bébéar en 75, j'ai rejoint son groupe qu'en 96. Donc, c'est très différent, c'est 21 ans après. Je pense que les jeunes doivent vraiment travailler, avoir du respect pour leurs anciens,
ce qui depuis 1968 n'est plus très à la mode, parce que les anciens ont beaucoup d'expérience et peuvent transmettre beaucoup.